va commencer petit à petit maintenant que la diffusion Facebook est activée. Alors, bonsoir à tous. Merci à vous d'être présents ce soir. Nous allons donc parler de l'économie bleue, qui est un concept économique. Et en sous-titre de cette conférence, j'ai ajouté face au dérèglement climatique, une solution. Donc, pour commencer, un petit rappel des règles sur Zoom. Cette soirée va se diviser en deux temps. Un temps de conférence entre 45 et 50 minutes où je vais parler. Pendant cette séquence, pensez à bien couper vos micros afin qu'il n'y ait pas de son parasite. Suivra ensuite un temps de questions-réponses à partir de ce concept, ce que vous en pensez, quel effet vous a fait cette conférence. Si vous avez des questions à poser au cours de la conférence, vous avez deux possibilités, soit les garder pour la fin, soit les noter dans le chat, je reprendrai toutes les questions une fois le temps de la conférence réalisé. Si vous pouvez également prendre la parole, donc en levant la main, le bouton est indiqué en bas à droite de la colonne participants si vous souhaitez prendre la parole sur ces questions-là. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez dialoguer, bien sûr, réagir à ce qu'un participant dirait, n'oubliez pas les règles de courtoisie et de bienséance. C'est toujours bon de le rappeler. Alors, pourquoi cette conférence? Alors, je commence en expliquant que cette conférence s'inscrit dans un cycle de 6 soirées qui sont consacrées à un seul thème, celui de la durabilité. Au départ, donc financé par la région Normandie et la DREAL, ce cycle devait se produire dans les 5 départements normands et pour traiter de sujets qui ne sont peu ou qu'on n'estime pas assez traités dans le domaine de l'écologie. Nous avons donc fait une première conférence sur les semences paysannes qui s'est déroulée le 17 janvier à Rouen. Nous avions eu le plaisir de recevoir plus de 70 personnes. Et 2 mois plus tard, pour une affaire de pandémie pas tout à fait réglée, nous avons dû annuler, du moins reporter les dates prévues et donc les rajouter, les remettre à une date ultérieure. C'est ce qu'on a fait durant le deuxième semestre 2020 avec le 22 septembre une deuxième conférence qui s'est transformée en webinaire sur la pollution lumineuse où nous avons eu le plaisir de recevoir Pierre Brunet, bénévole à FNE National et spécialiste de ces questions. À ce jour, 2 autres dates sont prévues en décembre, donc cette date même sur le thème de l'économie bleue. Le mercredi 16 décembre, nous aurons le plaisir de parler de l'invention du colonialisme vert, un livre qui a été écrit par Guillaume Blanc et qui parle de la gestion des parcs nationaux en Afrique. 2 autres dates sont encore prévues. Elles se dérouleront en janvier et en février 2021 et elles traiteront de l'agriculture biologique. Je n'en dis pas plus pour le moment. Nous vous tiendrons informés en temps et en heure. Et donc, du coup, ce soir, nous allons parler d'économie bleue. Alors, pourquoi parler d'économie bleue? Alors, il s'agit d'un concept qui a été inventé par un entrepreneur belge du nom de Gunther Pauli, pour lequel je donnerai des éléments de biographie un peu plus tard. Ce concept émerge à la fin des années 1990. Ce monsieur a écrit un bouquin, un livre sur cette question, en le présentant ainsi, l'économie bleue, 200 projets menés, 3 millions d'emplois créés et 5 milliards d'euros investis. Je précise, je n'ai absolument pas de compétences très légères en économie. J'en ai quelques-unes en écologie et je n'en ai que très peu en physique. J'ai donc regardé des conférences, lu l'ouvrage en entier et ce temps de conférence va être en quelque sorte une restitution de ce que j'ai pu apprendre dans cet ouvrage et je vais également essayer
confronter les théories que ce monsieur présente face à l'engagement écologique. Alors, pourquoi parler du coup d'économie bleue? Eh bien, tout d'abord, considérons que le monde tel que nous le connaissons est confronté à des enjeux assez colossaux aujourd'hui. France Nature Environnement est une fédération de militants dont le but, outre de protéger la nature, est de contribuer à la mise en place d'une société plus durable et plus vertueuse. Pour cela, nous essayons de proposer des modèles que nous estimons plus durables ou que nous essayons de comprendre afin de penser comme tels. C'est pour cela, entre autres, que nous nous intéressons à des concepts comme celui de l'économie bleue afin de réfléchir au monde d'après. Alors, une fois la question posée, qu'est-ce que veut dire l'économie bleue et comment se concrétise-t-elle sur le terrain? La première chose qu'on peut affirmer, c'est que l'économie bleue part d'un constat, celui que nous sommes confrontés à des enjeux colossaux, que le monde ne va pas bien au niveau des enjeux environnementaux. Je ne vais pas en rajouter plus, mais nous sommes confrontés à des enjeux assez difficiles à surmonter. Premièrement, nous sommes face à une crise énergétique. Nous devons essayer à tout prix de produire de l'énergie de façon renouvelable et qui ne soit pas trop polluante. Mais nous sommes aussi confrontés à une crise géopolitique. En effet, le dérèglement climatique nous oblige à faire preuve de sobriété énergétique et donc à diminuer notre niveau de vie. Plusieurs pays ont signé des accords internationaux pour essayer de s'engager à aller dans la voie du développement durable. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème géopolitique de taille, alors que les pays occidentaux ont vendu pendant plus de 50 ans le modèle de l'American Way of Life, c'est-à-dire un mode de vie qui permet à chaque personne de vivre dans l'abondance et la consommation. Nous devons faire il apparaît que ce modèle aujourd'hui n'est plus tenable. Or, nous nous trouvons dans une situation où les pays occidentaux commencent à sermonner ce qu'on appelle les BRIC, donc le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui voient l'émergence de leur classe moyenne et qui sont du coup très peu réceptifs au discours sur la sobriété énergétique. On leur a vendu pendant 50 ans un modèle d'abondance et aujourd'hui, ceux-ci devraient se défaire, abandonner cette idée simplement parce que les Occidentaux ont sans doute un peu trop consommé durant les 50 dernières années. Troisième point, nous sommes confrontés à une crise environnementale. En effet, en plus du dérèglement climatique, nous sommes confrontés à un effondrement généralisé de la biodiversité et en plus un effondrement qui est dû, entre autres, à la destruction des habitats naturels par les activités humaines. Donc, tout cela, c'est l'économie rouge, ce que Gunther Pauli appelle l'économie rouge, à savoir une économie qui se base sur l'exploitation des ressources naturelles et surtout des ressources naturelles non renouvelables. Je pense notamment, donc on peut parler des mines de cobalt, une fois qui amènent à une empreinte carbone extrêmement forte et à une destruction d'habitat assez marquée. La consommation de l'huile de baleine qui a mis en péril les populations de baleines jusqu'au début du XXe siècle et sur laquelle reposaient des économies tout entières, puisque c'était avec l'huile de baleine que nous pouvions allumer les lampes à huile et l'utiliser pour la gastronomie. L'huile de palme, nous avons été confrontés récemment en Normandie à une affaire qui concerne l'entreprise Ferrero, productrice de Nutella, je ne reviens pas dessus. Et enfin, la pêche industrielle. Ces quatre exemples montrent que lorsqu'on consomme trop une ressource, celle-ci se fait plus rare et dans certains cas risque de disparaître. Alors pour essayer de contrecarrer ces effets néfastes sur l'économie, nous avons essayé de mettre en place, les gouvernements ont essayé de mettre en place à partir des années 1970 ce qu'on a appelé l'économie verte. Donc, pour reprendre la définition trouvée dans le programme des Nations Unies, l'économie verte est l'activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources.
Pour l'anecdote, c'est une économie verte qui a permis de cibler, enfin d'inventer les objectifs de développement durable, qui sont des objectifs que nous, en tant qu'association, lorsqu'on dépose un projet de subvention, nous sommes obligés de respecter. Le problème, c'est que l'économie verte ne présente pas que des avantages. D'une part, elle exige de nouveaux investissements qui peuvent avoir des effets assez délétères sur les empreintes carbone, sur l'empreinte carbone en général. Je pense notamment au documentaire sur Arte qui a été publié il y a quelques jours autour des énergies vertes, des énergies passivertes. Deuxièmement, le prix est extrêmement cher. Si vous allez dans un magasin bio, un des premiers constats que vous allez faire, c'est le fait que le prix est beaucoup plus élevé que sur un prix dans un supermarché normal. Donc, on voit bien avec cet effet-là que, à cause du prix, le principe de l'économie verte va être extrêmement difficile à être généralisé auprès de l'ensemble de la population. Le problème, c'est que l'économie verte devient une économie de niche et du coup ne peut être considérée comme une alternative pour remplacer l'économie rouge. En effet, on n'a pas encore trouvé les moyens de se passer directement de ressources fossiles. Le bio, c'est cher et une chose que l'on peut affirmer, c'est que la biodégradabilité ne signifie pas pour autant qu'un produit soit recyclable. Ce n'est pas parce qu'un produit met plus de temps à se décomposer qu'il n'en est pas moins polluant. Au final, le problème de ces deux systèmes, économie rouge et économie verte, c'est que quelle que soit leur vertuosité, ils créent des déchets. Et c'est là que l'économie bleue intervient. En fait, sans avoir réfléchi à partir de calculs scientifiques, Gunther Pauli, le créateur du concept de l'économie bleue, a une intuition dans les années 1990. Ce sont les déchets qui posent problème et qui sont produits par le système capitaliste. Alors en fait, finalement, c'est très simple. Il suffit juste de supprimer les déchets. Alors voilà, c'est dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et c'est l'intérêt de l'ouvrage L'économie bleue, c'est en fait de proposer une série d'exemples de micro-entreprises qui mettent en place un système de gestion des déchets pour s'en débarrasser, mais pour que ceux-ci disparaissent, complètement. Alors, en fait, puisque les déchets sont une source de pollution, il faut s'en débarrasser. Comment faire C'est là qu'intervient l'intérêt de l'économie bleue, c'est que l'économie bleue, c'est en fait la recherche d'un équilibre naturel pour le système humain. Elle présente deux lignes à son programme, à savoir supprimer les gaz à effet de serre et supprimer les déchets. Et pour ce faire, Gunther Pauli se base sur la théorie qui s'appelle la tragédie des communs, qui a été théorisée au XIXe siècle par Garrett Hardin. Alors, avant de revenir sur cette théorie, comment commence le raisonnement de Gunther Pauli pour supprimer les déchets? En fait, pour lui, rien de plus simple. Il suffit de prendre exemple sur des systèmes qui s'en passent très bien. Où trouve-t-on des types de systèmes qui n'utilisent pas les déchets? Et on les trouve dans la nature. En effet, lorsqu'une feuille tombe des arbres, elle ne va pas aller pourrir dans une déchetterie et on ne va pas subventionner quelqu'un pour que la feuille se décompose. Au contraire, elle va être absorbée par des micro-organismes qui vont l'assimiler au sol et de fait, elle pourra permettre à une meilleure fertilité du sol. Je vais extrêmement vite, mais comprenez bien qu'encore une fois, c'est l'idée. L'idée de Gunther Pauli, c'est de considérer qu'on peut réaliser un système de production en s'inspirant des écosystèmes. Et pour cela, il va utiliser une notion qui s'appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est en fait le fait de s'inspirer d'un phénomène que l'on voit dans la nature et de le mettre à profit et de le réutiliser dans un cadre économique. Par exemple, le fait d'utiliser des nageoires quand on fait de la plongée sous-marine, c'est du biomimétisme. Encore faut-il que le biomimétisme
soit utilisé de façon durable. Et c'est tout l'enjeu de la réflexion autour de l'économie bleue. Mais revenons du coup à la tragédie des communs. La tragédie des communs, elle a été théorisée au XIXe siècle. Plusieurs grands auteurs sont à relier à celle-ci. Je pense à William Foster Lloyd, à Garrett Hardin ou encore à Jenny Holstrom. Pour expliquer la théorie des communs, il faut imaginer une prairie ouverte, qui est ouverte à tous les éleveurs du coin. Chaque fermier va essayer de faire paître le plus de bétail possible. Et étant donné cette situation, chaque éleveur va essayer d'ajouter une tête de plus, une tête à son troupeau. Pourquoi? Parce que il pourra faire paître plus de vaches et lorsqu'il la revendra, il en obtiendra un gain économique et cela ne lui coûtera rien, puisqu'en effet, ce n'est pas lui qui va gérer la gestion de la prairie dans cette théorie. Ce qui veut dire que ce comportement finalement très humain d'essayer de récupérer le plus d'argent possible va amener à une raréfaction de l'herbe, c'est-à-dire une situation de surpâturage. Et quand le problème du manque d'herbe se posera, aucun des éleveurs ne va se sentir responsable. Et c'est là, alors cette théorie, elle avait été théorisée pour justifier l'action de l'État dans l'économie. De dire l'État avait intérêt à agir dans l'économie pour pouvoir réguler le marché. Mais dans le cadre de l'environnement, il s'agit de réguler l'action humaine sur les espaces naturels pour essayer de préserver ceux-ci. On peut tout à fait en parler. Alors ici, je vais faire un petit aparté pour présenter Gunther Pauli. Parce qu'à la suite de la présentation de cette théorie et la volonté du coup de présenter l'économie bleue comme un moyen de restaurer l'équilibre naturel, on pourrait considérer que ce monsieur est un militant altermondialiste, un antisystème. En fait, il n'en est rien. Il n'en est rien car il le précise bien dans son ouvrage. Pour lui, le libre marché ne signifie pas la libre exploitation des biens communs. Et en fait, si le libéralisme a permis le développement des sociétés humaines et l'augmentation du niveau de vie, c'est ça. Aujourd'hui, s'il commet autant d'impairs vis-à-vis de l'environnement, c'est que les entrepreneurs n'ont pas pris en compte un enjeu fondamental, l'impact environnemental dans le calcul du bénéfice de leur entreprise. Alors, c'est comme ça que Gunther Pauli présente sa théorie. Donc pour le présenter, c'est un entrepreneur belge qui s'est installé au Japon dans les années 90 où il commercialise une bière sans gluten. On est donc très loin du militant anti-système. Il se trouve que lui a fait sa fortune en créant la société Ecover dans les années 1990. Il avait notamment créé l'usine la plus propre d'Europe jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'usine avait besoin d'énormément d'huile de palme dans sa chaîne de production pour pouvoir réaliser ce bénéfice. Et cet épisode l'a traumatisé et aussi l'a amené à se remettre en question. Ce qui frappe, alors pour les besoins de cette conférence, j'ai visionné pas mal de vidéos de Gunther Pauli. Ce qui frappe avant tout, c'est un optimisme à toute épreuve. C'est quelqu'un qui va présenter des problèmes extrêmement difficiles à résoudre que sont les enjeux environnementaux et pour qui, en fait, tout est à régler de manière extrêmement simple. Alors, je suis d'accord, avec un accent belge, ça passe beaucoup mieux. Mais pour autant, ça interroge, sachant que pour fréquenter le monde des associations de l'environnement, j'aime beaucoup les bénévoles des associations de l'environnement, mais le trait de caractère optimiste n'est pas ce qui les définit le mieux. Et dans le cas de Gunther Pauli, c'est assez frappant. Il est extrêmement optimiste sur l'avenir et par ailleurs, il le montre puisqu'il a créé la fondation The Blue Economy, la fondation ZERI pour zéro déchet et je ne sais pas, j'ai oublié ce qu'était le I, Zero in Action, où il justement finance et investit dans des modèles, dans des micro-entreprises qu'il estime défendre un modèle vertueux.
Donc, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il le précise très bien, c'est l'économie bleue ne vise pas à sortir du capitalisme ou du libre-échange, elle tient simplement à pointer les dysfonctionnements de ce système et qui ne profitent qu'à certains groupes d'individus. Alors, pour développer le plan que nous allons présenter ce soir, nous allons le rédiger en 3 parties en reprenant ce que Gunther Pauli appelle les principes directeurs de l'économie. Nous aurons une première partie consacrée aux inspirations de la nature, les façons dont l'économie bleue s'inspire de la nature pour pouvoir créer de nouveaux marchés. Deuxième partie sera consacrée au changement de règles, parce que l'économie bleue n'est pas seulement un ouvrage d'écobiologie, si je peux m'exprimer ainsi, c'est aussi un ouvrage de management et de marketing. Il y a beaucoup de théories qui sont présentées pour essayer de réfléchir à une autre façon de faire fonctionner les entreprises plus vertueuses. Enfin, une troisième partie consacrée à une mise en œuvre à la mise en œuvre sur le territoire. Un des modèles récurrents qui va être redit au niveau de l'économie bleue, c'est non pas de créer de nouvelles multinationales, mais de créer des centaines de millions d'emplois en faisant bénéficier, en créant justement des micro-entrepreneurs locaux qui vont pouvoir utiliser leur écosystème, les écosystèmes autour d'eux, et notamment la particularité de ces écosystèmes locaux, pour pouvoir créer de nouvelles entreprises avec de nouveaux fonctionnements. Alors, premièrement, l'économie bleue souhaite privilégier avant tout la physique. Et j'ai mis cette image de zèbre pour illustrer cet exemple. En effet, dans la nature, tout le monde contribue au mieux de ses capacités à essayer de survivre et personne n'est jamais lésé. Rien ne se perd, tout se transforme, comme disait l'adage. Ainsi, les zèbres présentent une caractéristique intéressante en matière de régulation, du contrôle de la température de leur corps. Et ce phénomène de régulation thermique par biomimétisme pourrait être utilisé pour la régulation thermique des maisons. Donc, comme chacun sait, le zèbre a des rayures et il est en effet capable de réduire de 7 à 8 degrés sa température externe en jouant sur les courants d'air générés par l'alternance de ces rayures blanches. En effet, il s'avère en fait que les rayures noires et blanches du zèbre, outre le fait de lui permettre de se camoufler, lui permettent de générer des micro-courants d'air, et ce parce que les rayures noires ont quelques centimètres de graisse de plus que les rayures blanches. Cette application des lois physiques est assez passionnante. Et l'intérêt, c'est qu'elles peuvent être appliquées à des bâtiments. Elles sont d'ailleurs enseignées dans certaines écoles d'architecture, mais elles sont rarement mises en pratique. L'air en suspension est en effet plus froid au-dessus du blanc qu'au-dessus du noir. Or, l'air chaud a tendance à s'élever, ce qui crée un différentiel de pression avec l'air froid, et ça va créer des micro-courants d'air qui rafraîchissent la surface la surface épidermique du zèbre, ce qui va permettre une baisse de la température. Il faut savoir que ce système a été mis en place dans un immeuble des bureaux de Daiwa, de Daiwa House à Sendai au Japon. Elle a été mise en place par l'architecte Anders Nyquist, qui du coup s'est inspiré de cette observation dans la nature pour justement créer un immeuble qui soit divisé, qui soit rayé tout simplement. Et il est arrivé grâce à ce système à réduire de 5 degrés en été grâce aux couleurs opposées. Cette réduction des 5 degrés, c'est déjà intéressant pour le confort, mais ça permet aussi de ne pas faire fonctionner la clim et également d'investir beaucoup moins dans l'isolation.
On voit bien qu'en fait, ici, s'inspirer d'un phénomène naturel peut avoir un intérêt économique et écologique, puisque on a eu à utiliser beaucoup moins de matière pour réaliser ces maisons. Une autre inspiration, un autre exemple de biomimétisme, c'est le scarabée noir du désert namibien. Alors je m'excuse, je n'ai pas mis le nom en latin. Ce scarabée qui vit dans le désert namibien a la particularité d'être intensément noir. En fait, grâce à cette couleur, il réussit à avoir un meilleur point de rosée que les plantes endémiques, car il arrive à magnifier sa conductivité thermique par une autre propriété physique qu'on appelle l'hydrophobie. L'hydrophobie, ça désigne la non-solubilité de l'eau. Et je sais que dans un désert, ça peut paraître étrange. Une étude qui a été conduite par le chercheur Andrew Parker au Royaume-Uni montre que sur la carapace du scarabée, des gouttes microscopiques de rosée se forment dès l'apparition du soleil et ces microgroupes vont alors être expulsés de la surface hydrophobe des ailes du scarabée, mais celles-ci ne vont pas être perdues parce qu'elles sont aspirées par des sortes de carrés hydrophiles qui sont positionnés au fond des ailes du scarabée. En fait, la réaction qu'il y a entre les surfaces hydrophobes et hydrophiles de cet insecte lui assure une ration d'eau journalière amplement suffisante pour survivre. Et là, c'est assez formidable et très intéressant puisque on se rend compte qu'à partir d'un système contre-inductif, la nature permet que le noir crée la survie dans le climat le plus chaud et grâce à ces surfaces hydrofuges. Passons ensuite au deuxième point de la première partie. Un des principes de Gunther Pauli, c'est l'idée de ne plus être linéaire. Je l'ai déjà dit, lui s'oppose énormément à la logique d'entreprise actuelle. Pour lui, cela ne doit pas, le livre Économie bleue ne doit pas se limiter à une succession d'exemples de micro-entreprises qui auraient réussi leur coup. En fait, si Gunther Pauli n'est pas les révolutionnaires, il propose quand même certaines alternatives qui globalement s'opposent à cette logique. Il dit dans son livre, par exemple, nous adorons faire des abstractions déterminées par le temps et le déplacement sans prise en compte des émotions et des dimensions sociales. Ces abstractions permettent à chacun de miser sur le moins cher, la réduction des coûts et les avantages concurrentiels. Or, l'observation de la nature rend une logique linéaire impossible. Nous restons incapables de saisir l'étendue de cette toile de vie très complexe où l'ensemble est toujours plus grand. Alors, il s'appuie là-dessus sur certains exemples. Un bambou, par exemple, va atteindre une hauteur de 25 mètres en quelques semaines au début de sa vie, et pourtant, il ne continuera pas sa croissance. Pour prendre un exemple du règne animal, une chenille va se transformer, du coup va croître en papillon, et pour autant, elle ne va connaître que ce principal changement durant toute sa vie. Ces deux exemples ont pour but de montrer que la croissance d'entreprise n'a rien à voir avec la croissance dans la nature. Et l'intérêt de l'économie bleue, c'est à travers d'études s'appuyant sur la physique et la biologie, d'essayer de capter ce que la croissance dans la nature peut avoir d'intéressant pour pouvoir la mettre en œuvre dans une démarche durable au sein des systèmes économiques. C'est pourquoi Gunther Pauli, avec sa fondation ZERI, a mis en place une soumission systématique des projets qu'on lui propose à une rationalisation de la dynamique des systèmes, c'est-à-dire une modélisation mathématique qui a été créée par le professeur Jay Forrester. L'idée, c'est éliminer tout ce qui, essayer de trouver ce qu'il peut y avoir intéressant dans la nature pour pouvoir le mettre en place et contribuer à la transition écologique. Un des points qu'il souhaite aborder, c'est aussi l'optimisation et la coévolution. C'est pas parce qu'on a créé un modèle d'entreprise qui fonctionne qu'il faut le multiplier à l'infini et en faire un standard, puisque s'il y a bien une chose auquel Gunther Pauli est opposé, c'est la standardisation de l'économie.
il faut se poser plusieurs questions. À partir de quand est-ce suffisant? On peut changer la concentration des revenus et partager les bénéfices. Mais créer un modèle d'optimisation participative conduit à la création d'un ensemble beaucoup plus, beaucoup plus important qu'une simple ressource et que de simples bénéfices. On touche ici à un point intéressant parce que tout en ne se présentant pas comme un révolutionnaire, le Belge aborde dans son livre la question du partage des bénéfices. Et s'il ne parle pas forcément d'épargne, il souhaite à tout prix en fait que les entreprises utilisent la diversité qu'ils vont trouver dans la biodiversité pour pouvoir créer des systèmes économiques qui soient le plus respectueux de l'environnement et qui puissent s'adapter au mieux aux écosystèmes locaux dans lesquels ils vont évoluer. Il en profite pour tacler à plusieurs reprises George Clooney, que vous voyez en photo, en faisant remarquer que dans le système de l'économie bleue, on mise davantage sur l'inventivité des producteurs plutôt que sur la personne publicitaire. Et du coup, il milite là-dessus pour une augmentation du salaire des producteurs afin de leur permettre de trouver, de réfléchir à plus d'innovation. Donc un quatrième point, c'est on ne peut développer l'économie bleue que dans des écosystèmes locaux et en respect avec ces écosystèmes-là. En effet, il rappelle que dans un système, dans les systèmes naturels, dans les écosystèmes, la norme, c'est la diversité en fonction des flux locaux de matière, des nutriments et de l'énergie. Le système est non pas uniquement le fournisseur, est capable de fournir des matières premières de produits intermédiaires, des produits fins ou de la survie. Et une idée de l'économie bleue, c'est de mettre en place de la résilience. Et cette résilience ne peut être obtenue qu'à partir de la diversité, qu'il s'agisse de la biodiversité, on peut reprendre l'exemple des semences paysannes, ou bien la diversité culturelle, à savoir des différents savoir-faire locaux qui ne seront pas les mêmes sur les 5 continents. Pour reprendre l'exemple des semences paysannes, c'est par ailleurs quelque chose de très intéressant puisque, comme nous l'avait expliqué Simon Bridonneau de l'association Triticum à la première conférence, on est passé en un siècle à seulement quelques espèces de semences qui sont commercialisées pour les agriculteurs, alors qu'on avait une véritable biodiversité d'élevage parmi les semences paysannes. On pourrait faire cette comparaison avec beaucoup de races d'élevage dans le monde animal ou végétal. Alors, une idée, un exemple concret de l'économie bleue, c'est d'utiliser certaines ressources qui sont issues des déchets d'autres consommations pour en faire une valeur économique. Si on prend par exemple les résidus de café, le café va avoir trois types de déchets différents, le marc de café, la pulpe et la torréfaction. Il se trouve que ces trois déchets sont un terrain rêvé pour faire croître des champignons, et les champignons ont l'avantage d'être des végétaux qui n'ont pas besoin de grand chose pour pouvoir être cultivés. Le fait de cultiver des champignons va amener à la création d'un substrat idéal, donc ça veut dire un sol avec un humus très particulier, qui va pouvoir permettre une alimentation, que ce soit pour les animaux et pour donc les mammifères, les oiseaux, mais également certains micro-organismes. Ça va permettre une alimentation riche en acides aminés. Une fois que ces aliments vont être consommés, ils vont être déféqués et du coup vont être assimilés aux bactéries. Par le phénomène d'aérobie et d'anaérobie, ce qu'il reste des champignons va pouvoir être nourri par les prostites. Et ce qui est intéressant en fait dans ce schéma, c'est qu'on peut utiliser on peut utiliser de façon économique tout un tas de choses. On peut vendre du marc de café,
on peut vendre des champignons et en faire une culture. D'ailleurs, nous y reviendrons un peu plus tard dans la présentation. Les ventes de champignons connaissent une croissance exponentielle depuis les années 1990. On peut utiliser tout un tas de manières pour créer un système vertueux, puisque l'intérêt de cet exemple, c'est qu'on ne va pas créer plus de carbone pour réaliser un bénéfice. Un dernier point qui est utilisé dans utilisé dans cette première partie, c'est l'idée d'aller au-delà du biodégradable. En effet, à partir des débuts, au début des années 1970, le mouvement écologiste présentait une critique principale à la société de consommation, c'est qu'elle était extrêmement dépendante du pétrole et de la pétrochimie. Donc, il fallait à tout prix trouver des produits biodégradables qui dépendent moins du pétrole. On a donc misé d'abord sur la toxicité des produits pour essayer de les faire disparaître. Cette focalisation sur la toxicité, qui était par ailleurs hyper importante, n'a peut-être fait perdre de vue l'idée qu'un produit ne doit pas forcément être biodégradable, il doit être durable. Il faut trouver le maximum de sources renouvelables. C'est ce que Gunther Pauli appelle la notion de capacité de charge, et c'est pour ça qu'on va reparler de son expérience au sein de la société Ecover dans les années 1990. Alors en 1990, Gunther Pauli est un patron d'usine heureux. Son usine est la plus propre de toute la Belgique. Il a un toit sur lequel il fait cultiver toutes sortes de produits issus de l'agriculture biologique. Il paye ses salariés pour venir en vélo le matin, puisqu'il a calculé que le fait de payer les salariés pour qu'ils achètent un vélo et pour qu'ils fassent les déplacements lui coûtera moins cher que de mettre en place un parking pour les voitures et de faire payer et d'entretenir ce parking. Il est très content de son système vertueux, sauf que suite à un audit, il se rend compte que son usine, sa société Ecover, a besoin à tout prix dans sa chaîne de production d'huile de palme qui conduisent des producteurs en Indonésie à détruire l'habitat de l'éléphant de Bornéo et l'orang-outan. Cette façon de voir les choses, cet état de fait, en fait, va grandement affecter Gunther Pauli, qui va se poser une question qui est en fait extrêmement importante pour comprendre le phénomène de l'économie bleue. Cette question, c'est: puis-je me contenter du moins pire ou puis-je m'engager à 100% dans une démarche qui vise au bien commun? Et il cite plusieurs points, comme par exemple la création l'utilisation du savon, de marques de savon qui sont considérées comme biodégradables, mais qui vont avoir des effets négatifs notamment sur les pollutions aquatiques. Il ouvre le débat sur la certification des produits bio, sur comment est-ce que c'est un modèle vertueux. Et en fait, cette réflexion sur la notion de biodégradable, elle nous amène à poser une autre question. Elle nous amène à passer à la deuxième partie de cette réflexion. Alors, vous voyez ici le récit biblique de David contre Goliath. Alors, Goliath, super guerrier, et David, petit gringalet. Finalement, c'est David qui finit par gagner. Et pourquoi David finit par gagner? Parce qu'il a changé les règles du jeu. Et c'est une des marques de fabrique que va proposer Gunther Pauli à propos de l'économie bleue, c'est comment changer les règles. Pourquoi changer les règles et pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi on va pouvoir arriver à un résultat optimal? Alors, on va avoir une série du coup de sous-parties. Pour commencer, il faut interconnecter les problèmes afin que ceux-ci créent des opportunités. Comment on fait pour interconnecter les problèmes? Bien, on trouve de l'énergie dans de la matière et de la nutrition, et cela crée un éventail d'opportunités potentielles.
On peut prendre par exemple l'exemple des algues qui sont considérées comme une filière du futur. Pourquoi les algues sont pourquoi les algues sont une filière du futur? Premièrement, c'est une ressource inépuisable. La mer en recouvre 70% de la terre et du même coup, elle permet, les champs d'algues sont infiniment plus importants que les terres arables. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ils offrent des alternatives naturelles à la chimie traditionnelle. Et enfin, ils peuvent, dans certains cas, remplacer le pétrole par la plasturgie. Ils peuvent permettre aussi un recyclage des déchets, puisque certaines algues, les algues sargasses, ont été observées comme pouvant absorber une partie des microplastiques. Et face aux défis que nous oppose le sixième continent, ce pourrait être une aide bien précieuse. En plus, les algues sargasses sont productrices de biogaz, qui pourrait faire une autre ressource sur la question de la méthanisation. D'ailleurs, en termes de mise en place de ce projet, cette utilisation des algues a été retenue par le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe. On peut également citer le projet DICL, qui veut dire cycle de change, qui a été mis en place par un artiste qui du nom de Yaomi Matsuzaka, un artiste japonais, qui a créé à Berlin des projets de compostage issus des couches pour bébés. En fait, c'est un cas typique qui peut transformer ici un problème dans un éventail d'opportunités. Les problèmes causés par les couches sont bien connus. Cela donne un excès de volume dans les décharges, une surutilisation de superabsorbants qui sont non dégradables et qui polluent ou détruisent la vie aquatique, des problèmes urinaires au bébé et des irritations de la peau. Avec ce projet DICL, ce recyclage des couches a permis de créer de nouvelles couches avec des fibres en fibres naturelles de bambou et en bioplastique, conçues sous des absorbants synthétiques doublés avec du charbon végétal. Et les couches utilisées sont recyclées dans un seau couvert de champignons qui permet d'accélérer une biodégradation bactérienne. Donc on voit, encore une fois, quand Gunther Pauli parle d'interconnecter les problèmes pour créer des opportunités, on a encore ici un parfait exemple. Un deuxième point du changement de règles, c'est qu'il faut remettre la nature dans le sens de son évolution. Pour cela, on en revient en effet à la notion de mimétisme, c'est-à-dire essayer à tout prix de s'inspirer de la nature pour mettre en place des solutions durables. Au final, l'économie bleue, c'est la volonté de faire face à une solution qui présente un problème mathématique. On a une augmentation de la population. Comment on va pouvoir faire vivre de manière durable 7 milliards d'individus? Sur ce point, c'est pour ça que l'économie bleue tend à se différencier de l'économie verte, c'est que l'économie bleue tient à tout prix à proposer des solutions qui sont accessibles au marché. L'idée, ce n'est pas de créer une nouvelle niche, c'est de poser. C'est là aussi que le biomimétisme apporte des solutions, puisque Gunther Pauli présente par exemple l'idée de s'inspirer des termitières, donc les habitats des termites, puisque ce sont la particularité d'être des constructions animales qui sont isolées, qui ont une température constante tout au long de l'année, de 4 degrés, température qui est nécessaire pour permettre aux œufs des termites de s'éclore. Du reste, l'économie bleue, du coup, ce n'est pas seulement une atténuation des phénomènes. L'idée, ce n'est pas seulement de réduire les intrants, c'est de les faire disparaître complètement en proposant des nouvelles solutions. Il s'amuse à citer l'exemple d'une boutade. Un criminel n'est pas récompensé pour avoir réduit le nombre de cambriolages. Alors, tout ce que nous faisons pour créer un modèle de production et de consommation répond donc au besoin fondamental de pouvoir permettre à la nature de maintenir le chemin évolutif qu'elle a poursuivi avec succès
pendant des millions d'années, malgré toutes les calamités et les adversités auxquelles elle a été confrontée. On peut voir comme exemple, par exemple, la multiplication de cultures de shiitake, qui est un champignon. J'avais dit que les champignons connaissaient une croissance exponentielle dans le monde, et c'est justement un des thèmes sur lequel Gunther Pauli souhaite s'inspirer. L'idée, c'est vraiment d'aller, il souhaite prendre en compte l'ensemble du vivant qui est nécessaire pour la survie, et pour cela, il souhaite intégrer ce qu'il appelle les 5 royaumes. Les 5 royaumes de la vie, ce sont premièrement les animaux, deuxièmement les végétaux, troisièmement la vie sous terre, et quatrièmement les champignons. Alors pour cela, il souhaite, encore une fois, dans cette idée d'opposer un modèle alternatif, il précise bien que pour permettre aux gens de changer leur mode de vie, il faut conserver à tout prix la gratuité et la propriété des communs. Ça permettra de satisfaire les besoins de base, utiliser ce que l'on a et fabriquer quelque chose par rien. On peut citer la fabrication du papier à partir de pierre. Ce serait quelque chose qui pourrait être une alternative à la consommation excessive de bois. Et enfin, il rajoute, pour utiliser ce que l'on a et remplacer quelque chose par rien, il faut bien comprendre que l'idée de l'économie bleue n'est pas de faire de grandes découvertes et de trouver quelque chose de nouveau. Il faut garder en tête que Gunther Pauli, c'est d'avant tout un homme pragmatique, un entrepreneur, et qui ne va pas proposer quelque chose de forcément utopiste, tant que ça ne l'arrange pas. Quand il va être confronté à un phénomène naturel, il va se poser 2 questions. Premièrement, quelles ressources peut-on avoir accès en abondance? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut apporter à cette ressource pour que celle-ci soit la plus durable possible? À ce sujet, l'exemple de la pêche industrielle est assez intéressant. Aujourd'hui, la surpêche est un phénomène non durable. Pourquoi? Premièrement, nous pêchons beaucoup trop par rapport aux espèces, au nombre de poissons qu'il y a dans les océans. Deuxièmement, 70% des poissons pêchés ne sont pas consommés. Troisièmement, la pêche au filet rend l'impossibilité d'une sélection parmi les individus. Et donc, contrairement à un élevage de bovins où on va essayer d'engraisser les individus pour pouvoir ensuite les emmener à l'abattoir, ici est pêché jeune, vieux, moins vieux. Et cela donne une incohérence incroyable que souligne l'inventeur de l'économie bleue, c'est qu'aujourd'hui, on capture des femelles qui sont pleines, ce qui évidemment ne va pas faciliter la remise en place des effectifs. En plus, aujourd'hui, dans la pêche industrielle, il y a énormément de dépenses d'énergie qui pourraient être évitées selon Gunther Pauli. Nous raclons le fond des mers et des océans avec des chaluts en nylon, longs de plusieurs kilomètres, ce qui cause des grandes pertes de biodiversité. 250 000 litres de fuel lourd sont consommés, vont polluer l'air des centaines de fois, et c'est beaucoup plus qu'un camion diesel. La consommation d'eau est énorme, et en plus, on ne sélectionne pas les individus. Alors, pour essayer de présenter d'autres solutions, Gunther Pauli propose 2 choses. La première, c'est de se passer de la traîne des filets et de la production de glace pour la production de glace pour garder le poisson et de la bannir, et de les remplacer pour la glace par des réservoirs d'eau froide de 2 à 4 degrés et par les filets en faisant du biomimétisme et en s'inspirant des techniques de chasse des dauphins qui utilisent les courants d'air pour ramener les bancs de poissons. Ce ne sont là que des propositions, et il cite enfin, pour faire attention aux populations de poissons, le cas de l'île d'El Hierro, au large des Canaries, où la mise en place d'une création d'une zone de biosphère dans la zone de nidification des poissons
a permis de reconstituer les effectifs de poissons au fil du temps et de permettre du coup le maintien d'une pêche traditionnelle. Je n'ai pas mis de photo, mais Günther Pauli a créé un prototype de bateau de pêche qui s'appelle le Race for Water, qui reprend une forme de catamaran et qui fonctionne à l'énergie solaire, qui peut du coup permettre d'utiliser les courants d'air et de pêcher sans l'utilisation de grands filets, ce qui peut paraître intéressant. Dernière partie, avant de conclure, l'importance pour l'économie bleue de vivre sur son territoire et de permettre un nouveau modèle. Miser sur les économies de perspective plutôt que les économies d'échelle, en effet, avec la prise en compte du vivant, on ne mise plus sur la réduction des coûts à tout prix, on mise d'abord sur le bien-être de l'écosystème et ensuite on parle bénéfice. De ensuite générer des multiples bouchées à partir d'une initiative. On va reprendre l'exemple du shiitake et du café, mais on voit bien qu'on a déjà plusieurs exemples sur lesquels on peut s'inspirer. Le fait de ne pas gérer de business plan, puisque un business plan, c'est se lier à une réflexion économique, là où il faut avoir une réflexion écosystémique. Et enfin, mettre l'éthique au centre, parce qu'évidemment, on ne mettrait pas en place l'économie bleue si on n'a pas la volonté de sauvegarder la biodiversité et de respecter la nature le mieux qu'on le peut. Donc, la logique des économies de perspective, c'est encore une fois rappeler que l'économie bleue s'intègre dans des territoires. On n'aura pas la même économie bleue en Afrique qu'en Europe. Ça n'aura aucun intérêt pour permettre une réaction chimique qu'on aura observée qui pourrait avoir des effets vertueux, d'utiliser du blé cultivé dans les Hauts-de-France pour l'emmener par exemple en Afrique du Sud. L'idée derrière cela, c'est que l'économie bleue, elle doit être pourvoyeuse d'emplois. C'est que à travers la mise en place de petites entreprises de culture de champignons, chaque micro-entrepreneur doit obtenir une certaine taille pour nourrir sur un rayon de 20 mètres carrés les ménages ou les foyers qui en éprouveraient le besoin. Par exemple, si on prend comme exemple la fabrication du pain, on peut voir qu'on devra se passer de l'idée aujourd'hui qu'on a des boulangeries qui dépendent d'abord des usines automatisées qui vont préparer des millions de miches et qui vont standardiser leurs produits pour trouver un système de boulangerie qui se ferait dans le cadre de l'économie bleue. Il faudrait un système de trésorerie qui permet de gérer des options et des contrats. Je parlais de la grande usine, mais ce serait premièrement la création de nouveaux fours, une zone de chalandise, de marchandises qui n'excède pas les 1 km autour de la boulangerie, et l'approvisionnement en premier lieu d'écoles locales, d'hôpitaux, de centres sociaux. Ensuite, pour reprendre l'idée d'utiliser une ressource qui pourrait devenir une opportunité, le cas de la pêche à la baleine est quelque chose d'assez emblématique. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la pêche à la baleine a commencé au 19e siècle, puisqu'elle était vraiment la source de l'économie de l'huile pour les lampes à huile et pour les huiles de friture. Elle a été chassée à outrance et ce n'est que dans la deuxième partie du XXe siècle qu'on a réussi, que les premières mesures de protection de ces grands animaux ont été mises en place. Et dans les années 2000, on a fait une découverte assez incroyable, selon laquelle, en fait, le cœur de la baleine a la particularité de produire une puissance électrique de 6 volts à partir d'un peu de potassium, de sodium et de calcium, et basé sur une alimentation à base de plancton et de petits poissons.
En effet, pourquoi la baleine produit de l'électricité? Parce que le cœur doit avoir assez de puissance pour pouvoir acheminer 1000 litres de sang dans 150 000 kilomètres de veine. Et pour fonctionner, il faut qu'il arrive à fonctionner dans un corps qui est saturé en graisse. Et un chercheur du nom de Reynolds s'est penché sur cette question. Et après plusieurs années de recherche, il en est arrivé à la conclusion que les baleines utilisent des chaînes de cellules qui servent uniquement à la transmission de courant électrique et au départ et à l'arrivée du cœur. En fait, ce courant va s'autoréguler et être capable de contourner le cœur pour pouvoir alimenter tout ça. Cette découverte, elle peut être source d'innovation dans tout un tas de domaines. Je pense notamment aux pacemakers, aux tubes, aux tubes qui sont utilisés et surtout au niveau de la production électrique, elle pourrait donner la solution à l'humanité de se passer des batteries, des câbles et des piles et créer, pourquoi pas, utiliser un courant électrique sans piles. Ce qui amènerait à une réduction de l'empreinte carbone phénoménale et à l'utilisation d'une énergie durable. Alors là, ici, on n'est que dans la supposition, c'est complètement de l'utopie, mais c'est tout de même assez incroyable et c'est un des vœux du bouquin, de livre, de l'ouvrage L'économie bleue, c'est vraiment de nous inspirer de la biodiversité pour essayer de résoudre des problèmes auxquels à France Nature Environnement on est souvent confronté. Enfin, gérer de multiples débouchés à partir d'une initiative, on peut, et je terminerai sans doute là-dessus, parler du cas du shiitake, et plus généralement des cas des champignons, et du cas du café. Ces deux productions avec les algues sont deux choses qui sont mises en valeur par Gunther Pauli et de façon très forte, parce que lui est persuadé que ce sont deux productions qui vont grimper au niveau mondial parce qu'elles ont leur rôle à jouer dans l'économie bleue. Je reviens très brièvement sur le schéma que j'avais réalisé dans la première partie sur cette formation, l'utilisation des résidus de café pour permettre la croissance des champignons. C'est quelque chose qui est mis en pratique et donc au-delà du fait que le café génère des déchets, donc la pulpe qui est issue de la transformation, la torréfaction qui engendre le fil fin du bergamin et enfin le marc de café. Il faut aussi rappeler que les champignons poussent essentiellement sur la cellulose qui compose une grande partie des 3 déchets du café. Et si on remet en place le schéma en utilisant les résidus du café pour faire croître des champignons, on arrive à un tableau qui est extrêmement intéressant pour la mise en place de l'économie bleue. Si on met en place ce système, on a des avantages pour le consommateur et le producteur, ainsi que pour la planète. C'est plus riche parce que le café fournit les nutriments parfaits pour la culture des champignons. On va avoir plus de champignons et une fois que c'est stérilisé, les grains de café n'ont pas à subir de traitement. Pas de traitement des déchets dans ces cas-là. C'est aussi ça, c'était l'idée de base quand on a commencé à parler d'économie bleue. C'est un système plus propre puisqu'il n'y a besoin que d'eau chaude. Moins de méthane parce que les grains ne décomposeront plus dans les décharges. C'est plus rapide parce que la caféine accélère la croissance des champignons et besoin de moins de pâturage pour la culture puisque les pieds de champignons sont un fourrage parfait, du coup moins de surface à prendre pour produire de la nourriture. C'est moins cher parce que les matières premières sont gratuites, il suffit juste de récupérer le marc de café qui, je le rappelle, est un déchet et on ne paye pas pour avoir des déchets. Ça donne moins de déforestation puisque le café pourra se substituer aux copeaux de chêne, donc moins besoin de couper des arbres pour arriver à ce type de culture. C'est plus sain, riche en protéines, pauvre en cholestérol. Il y a besoin de moins de déchets. Les bars et les cafés n'ont plus aucun besoin de se débarrasser du marc. Et plus de nourriture parce que justement dans ce cadre d'essayer de sécuriser à tout prix les consommations locales,
ce genre de culture permet l'arrivée d'une certaine sécurité alimentaire. Et alors, plus de nourriture, les déchets d'exploitation du café assureront la sécurité mondiale. Comme je l'ai dit, Gunther Pauli est quelqu'un d'extrêmement optimiste. Attendons de voir. Dernier point avant de passer à la conclusion, ce serait, je précise que France Nature Environnement ne connaît le comité directeur ne s'est pas penché forcément sur la question de l'économie bleue. Donc l'idée n'est pas de faire une publicité à ce monsieur sans faire pour autant rappeler un avis un peu critique, et si on de questionner ne serait-ce que le concept. Comme je l'ai dit, une des choses qui m'a marqué avec Gunther Pauli, c'est le fait qu'il fasse preuve d'un incroyable optimisme, alors que le temps n'est plus à rire sur les questions environnementales. Premièrement, les limites du concept dont je pourrais parler, c'est un concept flou finalement. Le principe, c'est se passer des déchets, mais comment faire pour se passer des déchets? Il recoupe un peu les notions d'économie circulaire et force est de constater que parfois il est extrêmement difficile de séparer les notions d'économie bleue et d'économie circulaire. La simple différence avec l'économie circulaire, c'est que l'économie bleue souhaite s'inspirer d'abord de la biodiversité. Est-ce que c'est une innovation? Alors oui, c'en est une. Les propositions qui sont faites dans le livre sont assez novatrices. On ne peut enlever le fait que le promoteur, Gunther Pauli, est quand même un peu fantasque et parfois considéré comme un gourou. Il se présente, il aime bien se faire nommer le pape de l'économie bleue, et toutes les interventions dont il fait l'objet sur YouTube portent sur cette question. Quelque part, ça sert aussi de ses intérêts personnels. Il se présente comme étant l'auteur d'une innovation, alors qu'il est loin d'être le seul à avoir travaillé sur ce sujet. Il y a énormément d'équipes de recherche qui traitent cette question, mais c'est lui qui a le vent en poupe. Deuxièmement, est-ce que les solutions peuvent être considérées comme trop faciles? À la lecture de l'économie bleue, on a l'impression que tout est simple, alors que lorsqu'on est dans une association de protection de l'environnement, même si nous travaillons et nous passons beaucoup de temps pour essayer de proposer des alternatives, les choses ne sont pas si simples comme ça, que ce soit pour faire changer les mentalités, accepter que tout le monde intègre dans son alimentation, dans l'alimentation de demain, des champignons. Je ne sais pas si c'est envisageable. Et pour finir, le dernier point, l'utopie. Est-ce que l'économie bleue est un modèle faisable, applicable et dont on peut espérer qu'il puisse avoir des effets vraiment bénéfiques sur les écosystèmes? C'est là toute la question. Nous avons décidé de traiter de ce thème ce soir parce que nous estimions qu'il était intéressant d'évoquer ce sujet, de le questionner, de voir si celui-ci était envisageable. Après tout, pourquoi pas? Au bout de cette présentation, l'objectif n'est pas forcément de donner une réponse. Est-ce que l'économie bleue est faisable? Est-ce que l'économie bleue est une utopie? La question n'est pas là. Nous, ce qu'on souhaite juste, c'est questionner, voir si c'est possible. Se poser les questions aussi à l'échelle de la Normandie. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Nous sommes une fédération régionale qui pouvons essayer de réfléchir à sa mise en place au niveau de certaines régions. La question, pour nous, la question des algues nous est peut-être plus proche que celle de la culture de champignons. Pour finir, je ne saurais terminer cette conférence sans faire un peu de publicité à l'association Marentaire présente en Seine-Maritime, avec laquelle nous avons un partenariat depuis 2018. En effet, nous sommes basés à l'Atrium, un grand bâtiment qui dépend du conseil régional, et tous les 15 jours, pas en ce moment vu que la période ne le permet pas, mais nous ramassons le marc de café que nous redonnons à cette association qui passe dans plusieurs restaurants de la métropole de rouennaise pour pouvoir ensuite donner ce marc de café à des agriculteurs qui le réutilisent comme engrais. Donc, malgré tout, on peut voir qu'il y a des économies circulaires ou économies bleues.
L'important, c'est que ces initiatives existent et qu'elles soient mises en place. Si vous avez quoi que ce soit ou si vous souhaitez en savoir plus sur le travail que mène notre fédération, nous sommes actuellement en télétravail, donc impossibilité de répondre en standard. N'hésitez pas à envoyer un mail à coordination@fne-normandie.fr. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour ces questions. N'hésitez pas, pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne garantis pas de pouvoir y répondre, n'étant pas forcément un spécialiste de l'économie bleue, mais on peut. L'idée, c'est de lancer la conversation. Voilà, merci à tous. Oui, merci pour cette conférence très intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un phénomène de marketing autour de ce concept d'économie bleue, le fait notamment de se créer comme ça l'homme de paille de l'économie verte, alors que finalement, dans le reste du livre, si on croit à votre conférence, on s'attaque surtout à l'économie capitaliste, une économie bien grise. L'exemple de la pêche industrielle, par exemple, ce n'est pas une opposition d'économie verte face à une économie bleue. L'idée de prendre l'exemple de la pêche industrielle, c'était de présenter en fait des bateaux durables qui ne permettent une moins forte consommation d'énergie pour permettre une pêche plus durable. Alors ça donne la conséquence, c'est qu'il s'agit d'un prototype pour le moment non commercialisable, mais qui effectivement donne plus l'impression qu'on a affaire à une lubie de millionnaire plutôt qu'un véritable modèle économique. Du reste, la campagne marketing de Gunther Pauli, je pense, est indissociable du concept de l'économie bleue. Ce qui est marquant dans cet ouvrage, c'est de voir qu'il cite au final une centaine d'utilisations de micro-entreprises à travers le monde, certaines entreprises qu'il va lui-même investir à partir de sa fondation. Pour autant, c'est lui qui va en faire la promotion. Céline Lefadvine, notre juriste, avait réalisé un stage au Bénin avant de nous rejoindre. Elle avait notamment entendu parler de la ferme Sondrail, qui avait la particularité de récupérer en fait les déchets issus de son élevage de perdrix pour pouvoir ensuite les réutiliser et les faire consommer par des asticots qui étaient eux-mêmes vendus. C'est un modèle économique qui est assez intéressant, inattendu, disons-le, mais qui est l'œuvre de la ferme Sondrail et absolument pas de Gunther Pauli. Donc oui, l'aspect marketing est complètement dans la démarche de cette économie bleue. Après, pour répondre à la question, est-ce que ça propose un modèle alternatif? Ce qui est intéressant dans ce concept, c'est qu'il accorde une place très importante à la biodiversité, sans en faire toutefois un bien de valeur. Par exemple, dans le cadre ce n'est pas comme le tourisme durable où on allait faire du tourisme durable à partir de la biodiversité en faisant payer très cher les visites de parcs nationaux en Afrique. Ici, là, on n'est pas dans cette idée-là, on est dans un modèle qui souhaite respecter davantage la biodiversité. J'espère avoir été clair. Je vais prendre la question de Joël Gernez. Joël? Alors Joël, on n'entend pas on ne t'entend pas, donc peut-être que tu peux peut-être poser ta question par écrit. Ah, bon. Bon, si en attendant que la connexion de Joël se rétablisse, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, Raoul, j'avais. Alors, Annie Leroy et puis ensuite Raoul. Vas-y, Ça me Annie. paraît largement utopique, intéressant. Ça m'a fait repenser à quelqu'un qui est bien vieux maintenant, qui s'appelle Pierre Rabhi, et qui finalement se rapprochait un petit peu de ça avec sa théorie en particulier qui était oasis en tout lieu. Et par exemple, il disait, bon, ben, quand on habite à Angers, on met un toit qui est en ardoise. Quand on habite en Camargue, on met un toit qui est en chaume. Quand on est dans les vallées de la Loire, on construit avec du calcaire. À tel autre endroit, avec des briques et de la terre argileuse qu'on a fait cuire. Ça me paraît. Il faut que tu nous donnes les références du livre, hein, de tout ce que tu as cité. Ça me paraît quand même très, très morcelé. Je ne vois pas bien le grand généralisable. C'est plein de précisions. Bon, je m'arrête parce que je vois qu'il y en a plein d'autres qui veulent parler. Il faut que tu nous jures de dire la vérité, toute la vérité. Oui, alors au niveau de ce côté, enfin sur ce côté utopique, c'est vrai que c'est assez parlant. Enfin, quand on milite dans une association environnementale, on est forcément confronté aux difficultés du terrain et du réel. On voit bien que c'est compliqué de mettre en place. C'est aussi compliqué de proposer des alternatives qui permettent de satisfaire tout le monde. Et voir un conférencier comme ça débarquer en disant que la solution, elle est elle est tout à fait simple et on peut enfin, elle est à portée de main. Sur les choses qui sont généralisables, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place. Sur la culture des algues, par exemple, ça fait plusieurs années qu'on parle de nourrir le monde avec les algues. Ça demande quand même de changer certains modes alimentaires et il ne s'agit pas de juste réduire sa consommation de viande. Euh, elle, elle, elle peut, enfin, au niveau de les deux phénomènes qui sont intéressants, c'est effectivement le marc de café. On a effectivement quelque chose d'intéressant à faire avec le marc de café, le récupérer. De là à dire que c'est le marc de café qui va sauver la planète, non, non, c'est sûr que ce n'est pas possible. En revanche, au niveau de certains modes alimentaires à mettre en place, pourquoi pas? Ça peut être une une question à générer. J'avais noté, dans le bouquin, j'avais noté quelques incohérences, et notamment par exemple, sur l'utilisation systématique d'énergie renouvelable. Je ne sais pas si vous avez tous regardé le documentaire d'Arte, mais on voit bien que la question de l'utilisation de matières rares pour la construction des éoliennes ou des panneaux solaires est un problème qui est assez lourd et qui est loin d'être réglé sur ce point. Raoul Le Turc. Merci. Moi, dans la présentation qui a été faite, j'ai un peu le sentiment que finalement, c'est un peu une économie bis de ce qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr améliorée certes, mais en tout cas où la place, on va dire, du capital reste et le bénéfice des entreprises reste un enjeu important, voire majeur. Hein, peut-être que je l'ai mal comprise, mais il me semble que la dimension sociale n'est pas au rendez-vous de ce qu'on pourrait en attendre. Ensuite, il y a un autre point moi, qui m'a fait sursauter parce qu'effectivement, on le retrouve toujours dans les argumentations concernant l'agriculture biologique. Manger bio, c'est cher. Je citerai simplement un bouquin qui vient de sortir de Claude Aubert et Christine Maillère-Mustin aux éditions Terre Vivante. Le titre, c'est Manger bio sans dépenser plus. Et il présente quoi? 40 menus bio équilibrés à moins de 3 euros et 12 menus équilibrés entre 3 et 4 euros. Ce qui revient à dire, et d'ailleurs la Fédération nationale d'agriculture biologique a mis en place depuis quelques années des expérimentations sur des territoires où les personnes ont peu de moyens, en regardant comment est-ce qu'on pouvait les aider à pouvoir manger ce type d'alimentation sans avoir justement la capacité à avoir des budgets qui le permettraient lorsqu'on est sur des aliments qui coûtent cher. Et on s'aperçoit que finalement, consommer bio, c'est pas si cher que cela, bien sûr, si on fait évoluer son menu. Et on sait qu'en le faisant évoluer, donc, on peut arriver en mangeant par exemple moins de viande, en consommant des produits bruts, en les cuisinant, on peut finalement obtenir des coûts qui sont faibles.
Ce qui me fait un peu rejoindre aussi le fait que lorsque lui critique l'économie verte comme étant trop chère, il y a une capacité d'économie de moyens qui me semble très importante, à condition évidemment d'arrêter la course au consumérisme permanent. Merci Raoul pour ton intervention. Sur le premier point, oui, ça c'est quelque chose qui est assez, il le dit dès le premier chapitre et c'est assez incroyable. Il n'est pas anticapitaliste, au contraire. Il considère que le libre-échange est quelque chose de bénéfique. Il faut juste mettre en place certaines règles. Et moi, ce qui m'a d'autant plus marqué, c'est qu'il reprend la tragédie des communs, qui est une théorie qui a été réalisée pour justifier la place de l'État pour réguler. Et dans le cadre de la protection de l'environnement, l'État a son rôle à jouer pour mettre en place des règles et faire en sorte que qu'une protection soit mise en place. Mais par contre, si Gunter Pauli cite la tragédie des communs, à aucun moment il ne fait référence aux actions que peuvent mener les États pour protéger justement les écosystèmes. Or, il me semble que ça me paraît extrêmement important si on veut mettre quelque chose en place. Il cite la réserve d'El Hierro, qui a été une zone de biosphère mise en place par l'UNESCO, et où effectivement les résultats sur les populations de poissons ont permis une sauvegarde et le maintien de la pêche. Mais ça s'arrête à là. À aucun moment il ne cite l'action des gouvernements, et moi c'est quelque chose qui me pose question. Alors pour l'agriculture bio, Raoul, je pense que tu connais beaucoup mieux le sujet que moi, donc je donne rendez-vous pour les conférences de janvier qui porteront sur cette thématique et qui seront qui seront, je l'imagine, très intéressantes et très instructives. Bonjour à Claude Blot qui nous a rejoint. Il y avait une remarque de Joël. Joël, je ne sais pas si ton micro refonctionne. Alors, a priori, non. Mais du coup, j'ai bien reçu ton message et je vais le lire à tous. Je voulais dire que la pêche durable, à l'opposé de la pêche industrielle, est défendue par l'assaut pleine mer avec qui FNE Normandie est en contact. Je suis preneur de renseignements sur le bateau évoqué, car je t'enverrai je vais mettre le lien du catamaran de Gunter Pauli, alimenté au ballon solaire et qui s'inspire des courants d'air pour faire de la pêche sans filet. C'est vrai que ça peut paraître assez utopique comme ça, mais en tout cas, c'est rafraîchissant. Oui, sur la question de la pêche, alors je vais extrapoler un peu parce que c'est effectivement, à la base, cette conférence devait être réalisée sur la Normandie, sur l'économie bleue en Normandie, qu'est-ce qui était possible. Bon, étant donné l'urgence des choses à faire en fin d'année, je me suis simplement cantonné à une fiche de lecture de l'ouvrage, ce qui était déjà intéressant. Mais ce qui pouvait nous concerner, effectivement, c'était le lien avec la pêche. Nous avons plusieurs débats avec les pêcheurs sur des sujets tels que l'éolien en mer ou la question de biodiversité. À la mi-septembre, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Thibaut Josse, qui est le référent de l'association Pleine Mer, une association nationale qui promeut la pêche durable. Joël, ton micro remarche. Oui, c'est ça. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, là, oui. Ah, très bien. Oui, je disais dans mon petit message là qu'on a pris contact, grâce à toi d'ailleurs, avec l'association Pleine Mer et qu'ils s'intéressent beaucoup à une pêche durable avec une pêche qui est très très basée sur les circuits courts, sur une vente la plus directe possible. Il cite un chiffre qui est tout à fait impressionnant, qui est de dire que 70% du poisson pêché, alors du poisson qui est débarqué, là tout à l'heure tu disais 70% du poisson pêché n'est pas consommé, parce qu'il y en a une partie qui passe en huile de poisson pour les élevages de saumon, mais à Pleine Mer, j'ai entendu le chiffre de 70% du poisson pêché en France, enfin en Europe on va dire, est exporté vers l'Asie. Et 80% du poisson consommé en Europe est importé d'Asie. Quand je dis poisson, c'est produits halieutiques, crevettes, etc., surimi et autres.
Donc ces gens-là ont une réflexion tout à fait profonde là, sur une pêche durable. Et alors moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir de parler de ça parce que j'ai un fils qui travaille en Norvège et qui est spécialiste de l'architecture navale et qui travaille justement sur des bateaux de pêche durable. Donc voilà. Je suis en train de trouver le. Non, mais tu ne sais pas pressé, tu me l'enverras demain, c'est pas Ok, très pressé. Raoul? Oui, juste pour ajouter par rapport à ta remarque concernant le poids de l'État, je ne sais pas si vous avez vu cette émission, c'était hier sur Arte, où il présentait finalement, notamment en Australie et aux États-Unis, le fait que le marché veut mettre la main sur l'eau et faire en sorte que finalement ce soit le marché lui-même qui équilibre les futurs besoins liés à l'eau. Et pour rejoindre un peu la conférence que tu as présentée, il me semble qu'il y a un enjeu majeur en tant que citoyen de permettre à ce que chacun puisse s'impliquer et puisse rappeler à nos politiques qu'il y a des biens essentiels. Et lorsqu'il parlait de commun, Gunther Pauli, il y a des éléments pour lesquels qui dépassent la question du marché et de loin s'en faut, et qu'il faut être vigilant parce qu'en permanence, nous sommes soumis à la pression de ce marché lui-même et que l'économie verte, hein, peut-être qu'elle peut passer pendant un certain temps par du bleu si ça peut arranger les marchés et leur permettre d'aller plus vite vers un modèle qui soit beaucoup plus durable. Mais en tout cas, il nous faut être très vigilants parce que, et moi je le vis au comité de bassin, hein, réellement il y a des intérêts qui poussent dans un sens où c'est le marché qui serait le régulateur permanent. Ouais, à ce sujet-là, je pense qu'il faut tordre le cou à l'idée de la main invisible du marché. Le marché repose sur l'idée qui a été d'abord probablement une utopie, un vœu pieux qui était d'un comportement rationnel de tous les consommateurs, ce qui est complètement faux. Dans n'importe quel achat, il y a une part irrationnelle qui est de plus en plus grande. D'autre part, aujourd'hui, l'économie ultralibérale, elle n'est pas libérale du tout au bon sens du terme, au sens où on assiste surtout au développement d'énormes monopoles. Demandez à Google s'il a envie de partager ses bénéfices avec d'autres petites entreprises qui feraient le même boulot. Demandez à Amazon, demandez à Facebook. La tendance naturelle aujourd'hui de l'ultralibéralisme, c'est d'aboutir à des grands monopoles. Ce qu'on peut rajouter éventuellement sur l'économie bleue, c'est effectivement, une fois que Gunther Pauli a écrit cet ouvrage, est-ce qu'il y a véritablement une mise en place? Alors effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de projets à travers le monde qui reprennent surtout le principe du biomimétisme en s'inspirant de la biodiversité et en même temps qui utilisent l'économie circulaire en permettant la mise en place de circuits courts. Ça, c'est un secteur qui effectivement est en plein boom. Par contre, ce que j'ai aussi remarqué en essayant de rechercher des informations sur le sujet, c'est que l'économie bleue est un terme excessivement galvaudé. Aujourd'hui, vous allez sur les sites du gouvernement français, on a énormément de rapports sur l'économie bleue. Alors j'ai trouvé ça, j'étais très enthousiaste. Je me disais que j'allais pouvoir trouver un panel d'informations. La réalité, c'est que j'ai trouvé beaucoup d'informations sur l'économie maritime, qui était assimilée à de l'économie bleue, mais en aucun cas des projets qui pouvaient être ralliés à ce concept-là. Et par ailleurs, dans le terme économie bleue, il y avait notamment des activités de pêche industrielle qui n'avaient absolument rien de durable. Donc c'est un terme qui est extrêmement galvaudé. Il y a eu une initiative qui a été lancée cette année, une série de rencontres, un espèce de Tour de France par une équipe. C'était mené par Idriss Aberkan. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de cette personne. C'est un entrepreneur dans la neuroscience qui a écrit un best-seller il y a quelques années sur le pouvoir du cerveau, qui milite depuis des années sur l'économie de la connaissance. Donc c'est par l'innovation qu'on va s'en sortir.
et qui a invité Gunther Pauli à rencontrer les entrepreneurs locaux et ils ont fait le tour de France en présentant justement ces concepts d'économie bleue et en le ralliant à l'économie circulaire. Donc il y a tout de même des initiatives locales qui se mettent en place. Après, je ne sais pas si on est encore très loin de la mise en place on va dire d'une transition vers l'économie bleue des sociétés occidentales. On est loin d'y être arrivé. Est-ce que ce serait une bonne chose? Ça me paraît assez non pas compromis, mais utopique. Peut-être Joël, on pourrait rajouter quelque chose sur l'association Pleine Mer et puis parce que là du coup on est surtout entre bénévoles d'APNE avec Caroline en volontaire service civique du Crépan. Peut-être que tu pourrais rajouter 2 mots sur les liens qu'on pourrait avoir avec le monde de la pêche. Avec Pleine Mer principalement parce que quand on dit les pêcheurs, c'est un peu la même chose que quand on dit les agriculteurs. C'est pour le grand public, les pêcheurs, les agriculteurs, c'est 2 groupes homogènes. Bon, très bien. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Il y a d'une part une distinction entre les gros et les petits, et puis ensuite une distinction entre les bio, les pas bio, les durables, les pas durables, quoi. Moi, je pense qu'avec Pleine Mer, on a des tas de choses à faire parce qu'ils ont bien compris que la biodiversité sur Terre a une grosse influence, la qualité, je veux dire, de la biodiversité sur Terre a une grosse influence sur la qualité de la biodiversité marine, que la qualité des fleuves, la qualité de l'eau des fleuves conditionne la qualité des estuaires, et comme les estuaires sont souvent des nourrisseries de ressources halieutiques, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment se pencher. Donc de ce côté-là. Ensuite, sur la production des énergies marines, on voit bien les énormes problèmes qu'il y a entre pêcheurs et projets éoliens offshore. Donc il faut arriver je vois que des gens comme Pleine Mer, pour pouvoir discuter à peu près sereinement, dans un dialogue assez apaisé, pour pouvoir discuter tranquillement de problèmes d'énergie marine offshore, d'énergie marine, je veux dire. Hein, c'est clair que c'est pas avec. Bon, donc il faut qu'on ait des liens avec eux, qu'on puisse dialoguer sans se cacher les différences, sans se cacher les difficultés. Je pense qu'ils sont tout à fait prêts à le faire. J'avais envoyé un lien, il y a une émission sur Arte, non, sur France Culture, pardon, sur une émission de radio sur France Culture là, où ils avaient abondamment interviewé Pleine Mer. J'avais envoyé le lien, je n'ai pas eu le temps de l'écouter, je pense que je vais le prendre un de ces jours. Et puis on aura l'occasion d'en reparler. Raoul, tu veux prendre la parole? Oui, si je peux me permettre d'ajouter pour réagir par rapport à ce que dit Joël. Moi, j'étais assez surpris de la réaction justement d'un représentant de la pêche au comité de bassin de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et je pense que ce que tu dis, Joël, est très intéressant parce que finalement, ils sont au bout de la chaîne et constatent les rejets notamment qu'on envoie, qui sont liés par exemple aux nitrates. Et clairement, aujourd'hui, l'État a demandé à ce qu'il y ait, à ce qu'on intègre dans le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux la question de la façade maritime. Il y a aujourd'hui donc toute une démarche qui vient d'être intégrée, et le fait de pouvoir s'appuyer sur une association comme celle-là, notamment qui fait partie, lorsqu'on y regarde de près, du à peu près quand même milieu. Joël disait c'est des milieux qui sont différents, avec évidemment des gens à l'intérieur qui agissent de manière différente les uns des autres peut-être, mais en tout cas ils sont dans notre esprit, dans le monde agricole par exemple, ils font partie du même milieu, et le fait qu'ils puissent eux évoquer leurs difficultés, présenter le fait qu'ils cherchent des solutions et des alternatives, a un intérêt majeur, parce que ça fait prendre conscience que quand on intervient à un endroit donné, finalement là-bas au bout, là, à quelques centaines de kilomètres, le pêcheur lui se retrouve avec les problématiques que l'on a exercées à un endroit donné, et qu'en tout cas, lui se doit aussi de mettre en place des pratiques différentes pour arriver à continuer à faire vivre son entreprise, et que donc du coup, il n'y a pas de raison que le monde agricole n'aille pas dans ce sens, sous le prétexte que ce n'est pas possible.
Oui, alors il y a aussi, je pense que des gens comme Pleine Mer, je ne sais pas s'ils participent au Conseil maritime de façade. Peut-être que Annie pourrait le dire. Moi, je me souviens que à l'époque où je m'étais intéressé un petit peu à l'estuaire de la Seine, parce que Sylvie Barbier m'avait drivé un petit peu dans ce milieu-là, puis ça m'intéressait, et elle m'avait fait rencontrer Alexis Maheu. Ça doit parler aux gens du Havre, qui était un pêcheur en retraite qui faisait partie du conseil scientifique, du conseil de l'estuaire, et qui était tout à fait dans la démarche type pleine mer. C'était tout à fait ça. Hein. Et c'est lui qui disait, mais les nourriceries à bar de l'estuaire de la Seine dépendent complètement des pratiques agricoles, parce que plus il y a de nitrates et de pesticides et de résidus industriels dans la Seine, moins les nourriceries se portent bien, quoi. Pour lui, c'était agriculture biologique et pêche côtière, même combat. Hein. Ah oui, alors Annie souligne dans les commentaires, avez-vous lu Les algues vertes, l'histoire interdite, ce qui se passe en Bretagne? J'ai vu passer énormément cette bande dessinée. Oui, j'ai lu ça, c'est absolument édifiant. Hein. C'est Claudine Joly qui me l'a fait lire. C'est absolument édifiant. En plus, on est d'autant plus sensible que la première victime des algues vertes, ça a été un jeune véto qui a perdu son cheval et qui a failli claquer d'intoxication au H2S. Mais il faut le lire, ce truc, c'est vraiment édifiant. Très bien. Est-ce Oui, que... vous m'entendez? Oui, vas-y Annie. Oui. Alors la fameuse Inès Léraud, là, il faut savoir qu'elle est au tribunal. Hein. Donc, grosso modo, ça doit être la FNSEA qui l'a mise au tribunal. Et donc, très récemment, c'était sur Arte, je crois, une émission qui parlait de Bretagne, etc. On a complètement oublié de l'interviewer. Hein. On ne l'a pas invitée. Il y a tout un tas de gens qui ont parlé de l'eau, des algues, etc., mais pas elle. Mais elle est au tribunal. Mais elle a fait un travail remarquable et la BD ne coûte pas très cher. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Je vais tâcher de renvoyer. Je ne sais pas si tu l'avais mis sur le site, la référence de l'émission de France Culture sur. Alors non, je comptais en fait faire un mailing list aux associations parce que tu m'as envoyé plusieurs liens de Oui, je te podcasts bombarde de un peu. France Culture, donc je Ouais. pensais tout envoyer d'un coup. Comme ça Ouais, je te permettrait. bombarde un peu avec ça, ouais. Oui, mais non, c'est toujours intéressant, mais en plus, si c'est des podcasts intéressants à écouter, j'ai toujours du temps quand je repasse mon linge. Donc c'est bienvenu. Et puis il y a toujours quelques bénévoles qui sont intéressés pour écouter ce genre de choses. Si je pourrais dire encore une chose, donc je fais un peu de pub. La prochaine date pour les conférences sera le 16 décembre prochain, où cette fois-ci on parlera de l'invention du colonialisme vert. En fait, j'ai fait le thème des conférences à travers les achats pour les librairies juste avant la fermeture. En fait, il se trouve que l'invention du colonialisme vert, ça revient sur la création des parcs nationaux en Afrique et la façon dont on a pu dépouiller une certaine partie des populations qui y vivaient, voire carrément les expulser. Et c'est un livre qui interroge sur c'est quoi la bonne protection des espaces naturels. En fait, il se trouve que ce bouquin a été écrit par mon directeur de mémoire de fin d'études, Guillaume Blanc. Donc, je l'avais sollicité pour venir. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr d'être là. Donc, soit c'est moi qui refais une présentation, et si j'ai le plaisir de l'accueillir parmi nous, le 16 décembre. 16 décembre, Annie. Je vous le ferai savoir, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est passionnant et qui a travaillé sur les parcs nationaux en comparaison des Cévennes et de l'Éthiopie. Alors, je lance aussi une idée. Je me suis embarqué dans la lecture du bouquin de Thomas Piketty qui s'appelle Capitalisme et idéologie.
Alors, c'est un machin de 1200 pages. Et dans les 1000 premières pages, c'est l'historique en fait du capitalisme et des idéologies qui vont avec. Et puis dans les 200 dernières pages, il propose des solutions. Alors c'est très très intéressant. Mais alors il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'il propose des solutions qui sont vraiment intéressantes et il propose des solutions qui sont souvent réalisable à l'échelle d'un seul pays, parce que souvent on dit ah oui mais la France ne peut rien faire toute seule, si ce n'est pas l'Europe qui le fait, ça ne peut pas se faire en France tout seul. Bon, il donne beaucoup d'exemples de choses qui peuvent être faites au niveau national tout seul, mais par contre la mauvaise nouvelle c'est que c'est hyper pointu et hyper difficile. Donc s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans, je suis preneur de dialogue avec eux. Bonjour Thierry, vous arrivez un peu à la fin. Et je suis désolé. Alors, Étienne, si je peux me permettre, Oui. donc Raoul, pardon, j'ai le même bouquin, hein, j'ai commencé, mais effectivement, c'est ardu. Le parcours va me demander un petit peu de temps. Voilà, et mes compétences, je pense, elles sont complètement limitées par rapport à effectivement ce niveau. Mais voilà, je serai tout à fait avec plaisir pour converser avec toi si j'arrive à aller jusqu'au bout. Tu parles de Piketty? Oui, c'est ça. tout à fait. D'accord. Alors, ensuite, j'avais reçu l'invitation pour le colonialisme vert, mais c'était en anglais. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est une blague ou pas? Non, donc finalement, ce n'est pas une blague. Et le deuxième point, mais c'est comme ça, hein, c'est pour. J'ai eu la chance d'aller au Kenya, malheureusement, effectivement, dans un de ces paradis verts, là, donc au colonialisme vert. Et j'ai l'impression que le bouquin va me mettre un peu par terre tout le plaisir que j'ai eu à voir les grands animaux et ce que représente cette faune, qui m'a d'ailleurs fait prendre conscience que c'est bien l'être humain. Hein. Il faut savoir qu'à l'origine, j'étais chasseur et que là, ça démontre mais complètement ce qu'on peut dire ici concernant le fait que dans des milieux comme les nôtres, voilà, il faut réguler les nuisibles et autres. Réellement, ce qu'on voit là-bas, c'est bien la qualité du milieu qui fait que les uns et les autres ont leur place pleine et entière. Et effectivement, j'essaie d'être cohérent et donc c'est avec regret que je me dis qu'il ne faut plus que je voyage. Mais voir ce que j'y ai vu, c'est quand même extraordinaire. J'espère vraiment que Guillaume Blanc sera là parce qu'il a fait. Moi, j'avais fait mon mémoire sur la protection du lynx et du loup en France à travers de l'exemple du massif du Jura et il m'avait encadré sur ces questions, ayant travaillé sur la protection, c'est surtout sur l'histoire environnementale parce qu'à la base c'est un historien. C'est quelqu'un qui est passionnant et surtout qui a une vraie expérience en Éthiopie où il est allé sur place. Il a suivi notamment l'expulsion des tribus